Chers amis, comme chaque semaine, toujours avec mes chroniqueurs et chroniqueuses, on est avec Chloé, avec Claire et avec Malek ce soir. On a le plaisir de recevoir une invitée politique qui vient répondre à nos questions. On va parler de beaucoup de sujets cette semaine avec notre invitée. Je vous demande d'accueillir la cofondatrice de La République En Marche en 2016. Elle est députée de Paris et c'est Astrid Panosyan-Bouvet. Pardon, désolé, j'ai écorché votre prénom. Bonjour Astrid Panosyan-Bouvet, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Je le disais, vous êtes députée de Paris depuis 2016. Non, depuis 2022. Non, depuis 2022, pardon. Voilà. Non, c'est 2016, vous avez créé En Marche et vous êtes néo-députée du coup. Voilà, tout à fait. Mais pas tout à fait étrangère aux questions politiques. Oui, j'ai toujours eu un engagement politique et militant depuis une vingtaine d'années. Et vous aviez été au Parti Socialiste par le passé, que vous aviez quitté. Donc voilà, donc vous faites partie des députés de la majorité. Vous avez travaillé avec Emmanuel Macron, que vous avez conseillé lorsqu'il était ministre, c'était en 2014. Ouais. Tout à fait, j'ai rejoint son cabinet quand il était encore un inconnu et je travaillais pour lui sur les questions principalement internationales. Ouais, d'accord, quand il était ministre de l'économie, c'est ça? Tout à fait, ministre de l'économie, oui. Très bien, donc vous voilà désormais député, vous étiez en commission des affaires sociales, la commission qui examine le projet de réforme des retraites. Vous y avez passé quand même pas mal de temps dans une ambiance, on a vu quelques images tout à l'heure, difficile. Première question, est-ce que la réforme des retraites va aller jusqu'au bout dans ces conditions-là? Moi, je l'espère. J'espère vraiment qu'on va avoir un vote sur le texte, amendé par l'Assemblée nationale, dans la configuration politique qui est tout à fait inédite depuis juin. Mais j'espère vraiment qu'on aura le vote sur un texte avant qu'il puisse passer au Sénat. Ça me semble absolument indispensable parce qu'il y a la démocratie sociale qui s'exerce pendant la concertation, avant la préparation du projet des retraites. On pourra en reparler. Il y a eu 3 tables rondes sur la pénibilité. Ça n'a pas donné grand-chose au final. Une hostilité des syndicats. Oui, mais il y a eu aussi des vrais enrichissements sur le texte qui a été proposé. Je pense notamment à la question de la pénibilité, qui était quelque chose qui était relativement mal appréhendé en France, la pénibilité, la prévention au travail. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui ont permis d'enrichir le texte tel qu'il a été proposé. Ça n'empêche que ça suscite les oppositions qu'on voit. Mais donc, il y a le temps de la démocratie sociale. On le voit aussi avec l'exercice de cette liberté constitutionnelle qui est le droit de grève, le droit de manifester. Et il faut saluer les syndicats qui le font avec l'ordre et le respect des règles. Et puis, il y a le temps de la démocratie politique et du débat parlementaire. Et c'est pour ça que c'est absolument indispensable pour moi qu'il y ait, et pour tous nos collègues, qu'il y ait un terme au débat par un vote du texte. Vous parlez de la démocratie qui s'exerce dans la rue, 2 journées de mobilisation nationale, une augmentation du nombre de manifestants. On va vers une amplification de ce mouvement, des sondages qui n'évoluent pas, si ce n'est encore davantage contre la réforme des retraites. Et de l'autre côté, un gouvernement par la voix d'Elisabeth Borne qui annonce que les 64 ans ne sont plus négociables. Si on a un raidissement de chaque côté, c'est quoi la voie de sortie ? Je pense qu'il faut qu'il y ait toujours la voie de sortie, elle doit se faire par le règlement des différences de manière apaisée et de manière démocratique. On a, pour un exercice aussi difficile qui est la réforme des retraites, une Assemblée nationale telle que les Français l'ont voulu. Pour la première fois depuis 1958, la date de la Constitution de la Ve République, on a un président qui n'a pas une majorité relative, qui n'a pas une majorité absolue. Ça a été le cas, je vous vois hocher de la tête, Michel Rocard, mais c'était de quelques voix. Là, on est quand même sur un différentiel beaucoup plus important. Voilà. Donc, ça nécessite de donner finalement un rôle plus important à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on suit beaucoup plus les débats à l'Assemblée nationale. Ah, ça, oui, ça, je vous le garantis, oui. Et c'est pour ça que ça fait partie aussi de la démocratie politique de pouvoir trancher in fine à travers l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a quand même des sujets assez difficiles dans cette loi. On a vu qu'il y a eu un deal qui a été passé au cours des vacances de Noël avec les Républicains, un groupe dont vous avez besoin pour pouvoir constituer cette majorité avec ce vote que vous espérez. Les Républicains, de leur côté, Éric Ciotti en tête, commencent à parler d'une nécessité de faire évoluer le texte. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir encore des possibilités de le faire évoluer, ce texte, par le travail parlementaire ?
Ben, j'espère, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, ça a été dit par Gabriel Attal, ça a même été dit par Elisabeth Borne, et je crois qu'elle s'exprime ce soir. Mais il y a des choses, effectivement, et je pense qu'il faut le dire, des choses qui ne sont pas négociables, et je pense que la règle des 64 ans aujourd'hui, ça ne l'est pas, et je peux réexpliquer pourquoi. Alors, dites-nous pourquoi est-ce qu'on ne peut pas renégocier la règle de l'âge légal de départ à la retraite ? Le régime de répartition, on parle de régime de répartition des retraites, ça veut dire que quand je cotise, moi, d'accord, je ne cotise pas pour ma retraite, je cotise pour ceux qui sont en retraite. Ça, oui. D'accord. Et ceux qui vont cotiser pour ma retraite, ce seront ceux qui seront plus jeunes que nous, qui sont sur ce plateau, qui regardent. Voilà. Et donc c'est extrêmement lié à l'équilibre démographique entre ceux qui travaillent et ceux qui bénéficient de la retraite. Or, on a quand même moins de gens qui travaillent aujourd'hui. Il y avait un article dans Le Monde qui montrait qu'on avait un solde naturel, donc la différence entre le taux de mortalité et le taux de natalité en France, qui était le plus faible depuis 1946. Donc on a quand même aujourd'hui des équilibres démographiques entre ceux qui travaillent et ceux qui sont à la retraite, qui sont plus nombreux, et bonne nouvelle, ils le sont plus longtemps, qui fait que pour un régime de répartition, il y a 3 manières d'avoir cet équilibre. Soit c'est les questions démographiques, l'augmentation de l'âge de départ à la retraite ou la durée de cotisation, c'est le choix qui a été fait. Soit on augmente les cotisations, soit on baisse les prestations. Et ce n'est pas non plus le choix qui a été fait parce qu'on a envie de revaloriser. Ressources via l'État. On a envie de revaloriser. Et vous savez, on finance déjà via l'impôt un certain nombre d'équilibres de régimes, notamment les régimes spéciaux, les régimes des fonctionnaires. Qui vont être supprimés avec cette réforme. Qui vont être supprimés très progressivement. C'est ce qu'on appelle la clause grand-père, c'est-à-dire que ceux qui sont entrés à la RATP avec ce contrat qui était la retraite, ils vont le garder. Par contre, les nouveaux recrutés vont partir sur les bases du régime général avec la question de la pénibilité qui s'est beaucoup améliorée. Chloé. Plusieurs réactions à ce que vous avez dit. D'abord, on a un peu tiqué tout à l'heure. C'est vrai que quand vous avez dit l'Assemblée nationale est représentative des Français, quand on a un mode de scrutin qui force à voter utile, qui force même à voter contre dans des logiques de second tour, et où Renaissance fait, je crois, moins de 30% des voix au premier tour et a près de 50% des sièges, on peut quand même penser qu'il y a une distorsion un peu dans la représentation nationale. Mais bon, à la limite, c'est un autre débat. Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas et vous ne reculeriez pas sur l'âge légal de départ à 64 ans. Mais comment est-ce que vous réglez l'injustice qui est faite aux personnes qui commencent à travailler à 19 ans ou à 20 ans et qui devront cotiser plus de 43 ans de ce fait? Ça n'est qu'une des dimensions qui me paraissent problématiques et qui... Et les jeunes, ils sont sensibles. Alors moi, je pense... Là, vous touchez précisément du doigt le sujet qui, je pense, doit évoluer parce que... qui coûte beaucoup d'argent, mais qui doit évoluer, c'est ces personnes qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans et à qui on demande de travailler 44 ans alors que la règle de durée d'assurance requise, c'est 43. Et ça me semble effectivement... Donc ça, vous pourriez voter un amendement qui améliorerait ce dispositif-là? Moi, je ne peux pas voter d'amendement parce que ça augmente la charge, donc je n'ai pas le droit, ce serait considéré comme irrecevable. Donc ça doit être vraiment quelque chose qui relève... Non, mais ça, c'est constitutionnel. Hein. Mais je pense que ça doit faire partie des discussions. Alors, ça veut dire qu'il faut trouver des recettes supplémentaires. Mais pour moi, cette question-là, elle est absolument indispensable parce que même si on n'est pas concerné, parce qu'on a eu la chance de commencer de faire des études plus longues et d'arriver plus tard sur le marché du travail, eh ben, on trouve ça injuste. Et ce n'est pas simplement les personnes concernées qui sont injustes. Même chose pour les femmes, on peut en parler, et même chose pour les seniors. Et en fait, tout ce que ça dit, et quand on a vu ces manifestations, il y avait effectivement la question des 64 ans, mais ça dit aussi beaucoup du monde du travail, parce que parler de la réforme des futures retraites, c'est parler du monde du travail aujourd'hui. Et le monde du travail aujourd'hui. C'est de cela dont il faut parler aujourd'hui. Et parlons-en, parce qu'il est de plus en plus dégradé, les conditions sont de pire en pire, malgré la mécanisation, malgré la tertiarisation, etc. Les personnes qui manifestent le plus sont les personnes qui ont des métiers dans lesquels ils se projettent le plus durement et le plus difficilement. Or, en l'occurrence, c'est souvent ces gens-là qui ont commencé à bosser jeunes. C'est pas les cadres qui ont fait des études longues et qui, eux, iront jusqu'à 64 ou 67 ans, et en plus qui ont un travail peu pénible. Oui. D'où la question de la pénibilité. Donc vous comprenez aussi que ça renvoie à quelque chose que les gens vivent dans leur chair et que c'est dur pour eux d'imaginer se projeter. Je comprends que il faut, quand on demande aux personnes de travailler plus longtemps, il faut aussi leur donner les assurances qu'elles vont travailler mieux.
Et quand on parle de pénibilité, on peut aussi parler des accidents du travail. Vous disiez, malgré la tertiarisation, enfin malgré le plus de services, en fait, il y a toujours cette pénibilité. Mais justement, je pense qu'on a très mal appréhendé cette transformation de l'économie, où paradoxalement, alors qu'on a moins d'industrie qu'en Allemagne, eh bien, on a plus d'accidents du travail. Parce que dans les services, moi je pense aux caristes par exemple dans les services logistiques, je pense aux aides soignantes, je pense aux transporteurs routiers, eh bien il y a aussi une pénibilité, une usure professionnelle qui existe et qui doit être prise en compte à la fois au moment où on travaille et puis également dans le départ à la retraite. Et c'est aussi l'objet de ce qu'on va discuter. Claire. Ouais, moi j'avais une question spécifique à vous poser parce que vous avez un intérêt particulier pour la question du vieillissement et du care. Et vous avez dans une récente tribune une formule assez jolie. Vous dites la retraite, c'est le moment où se cristallise la singularité de toute une vie. Ouais. Et en fait, si on prend l'aspect collectif, c'est aussi le moment où les inégalités d'une société se cristallisent entre ceux qui ont eu un travail usant et ceux qui l'ont moins eu, entre les hommes et les femmes, et vous avez vous-même reconnu que c'était un point de complexité, voilà, et également entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches, on a un écart d'espérance de vie qui est de plus de 10 ans. Donc en fait, moi vraiment j'ai une interrogation sur quand en fait tous ces Français et toutes ces Françaises vous disent il y a une forme d'injustice massive. En fait, comment vous répondez à ça? Alors, merci de reprendre certains de mes mots et de mes paroles. Oui, une vie comme une vie individuelle, comme finalement une société, se cristallise au moment du départ à la retraite ou pour une vie, une personne, ou du débat sur la réforme des retraites. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a au moins 3 grandes thématiques qui se dégagent et sur lesquelles il va falloir qu'on avance. C'est la question des conditions de travail et du partage de la valeur ajoutée. C'est la question de l'égalité professionnelle, parce que 65% des personnes qui gagnent le SMIC aujourd'hui sont des femmes, 80% des gens qui travaillent à temps partiel, ce sont des femmes. Alors, on se retrouve avec une différence de pension entre les hommes et les femmes aujourd'hui de 40%. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que les générations qui sont nées dans les années 70, comme moi, cette différence, elle va se réduire à 30%. Les générations de 80, cette différence va se réduire de 20%. Mais c'est pas assez et ça va pas suffisamment vite. Donc, il va falloir remettre ce sujet sur la table de l'égalité professionnelle. Et également, et ça concerne aussi ceux qui nous regardent, parce que ça concerne leurs parents ou leurs grands-parents, c'est les seniors au travail. Parce que depuis 50 ans, on s'est un peu acculturé tous qu'à partir de 50 ans, 55 ans, on n'avait plus tout à fait sa place dans l'entreprise. On a le plus faible taux d'emploi des seniors en France. Exactement, en Europe, tout à fait. Mais du coup, c'est... Et donc, ces sujets-là, maintenant, il faut les mettre sur la table parce que moi, j'ai envie de dire que le travail des seniors, les premiers programmes de pré-retraite, ils ont démarré, alors là, personne n'était né sur le plateau, Raymond Barre, 1976. Ouais. Et ça a fait, il y avait un consensus, gauche comme droite, qu'il fallait sortir les seniors pour aider à l'insertion professionnelle des jeunes. Comme si l'emploi, c'est un gâteau... Voilà. Et ben, résultat, par rapport aux pays scandinaves, ma mère, elle est norvégienne, donc j'ai la chance de bien connaître ces pays, on a un taux d'activité les plus bas des jeunes, même si ça s'est amélioré. Est-ce que vous pouvez parler bien dans votre micro, s'il vous plaît? Excusez-moi. Et des personnes travailleurs de 60 ans. Si je peux juste rebondir précisément sur ce point. Donc, je pense que globalement, en repoussant l'âge de la retraite, il y a un risque d'avoir du coup plus de seniors qui soient en inactivité. Et par rapport à ça, vous misez globalement sur l'effet horizon. Donc, le fait que en repoussant l'âge de la retraite, on va changer les comportements à la fois des personnes en emploi et des entreprises. J'ai lu dans votre tribune aussi, c'était pour défendre l'idée de l'index senior et puis également des campagnes de communication. Mais enfin, le risque de cette trappe à précarité qui concernerait cette tranche d'âge-là,
il demeure. Alors, moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont s'accommoder du fait que parce qu'on décale l'âge de la retraite, il va y avoir une augmentation naturelle du taux d'activité. Parce que ça se vérifie. Sur les 60 ans, ça s'est vérifié. Sur les 56-59 ans, ça s'est vérifié. On a augmenté depuis une dizaine d'années le taux d'activité. Non, moi je pense qu'il faut, sur les 56-59 ans, pas les 61-64. Ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas suffisant. Il faut un plan national, à l'image de ce qu'a fait la Finlande, que je cite, où ils ont commencé avec le même taux d'activité, même plus bas, à 20%. Nous, on est aujourd'hui à 31%. Et en une douzaine d'années, ou vingtaine d'années, ils sont arrivés maintenant à 70%. Et donc, ça veut dire que le plan national, c'est multifacette. Ça concerne la santé, la prévention au travail, la question des usures professionnelles, de la pénibilité, on en a parlé. Ça concerne la formation professionnelle tout au long de la vie, parce qu'on a un système de formation professionnelle qui marche sur la tête. Ça forme plus les cadres aujourd'hui que les ouvriers, les employés et les travailleurs de plus de 50 ans. Il y a la question de la souplesse, de comment est-ce qu'on part, parce c'est pas nécessairement être à temps plein et ensuite retraite. Il faut pouvoir il existe l'image. plan ou... Et l'image. Et moi, je crois beaucoup aux images collectives. Depuis 50 ans, on est dans l'idée que les travailleurs expérimentés, ils sont... Voilà, ils ont plus leur place. Chloé, vous voulez rebondir. Juste un instant. Allez-y, terminez votre idée. L'image, moi je crois beaucoup à des campagnes de communication comme celle de la Défense nationale, où quand vous regardez une photo de pub pour les métiers de la Défense nationale, ça donne vraiment envie et ça a permis aussi d'améliorer l'image et le recrutement. Donc voilà, moi je crois aussi beaucoup à ça. Donc multifacette et pas simplement s'accommoder d'un décalage automatique parce que on va augmenter le taux d'âge de la retraite. En fait, moi, quand je vous écoute sur l'emploi des seniors et la volonté que vous avez d'augmenter le taux d'activité des seniors, je me pose la question, pourquoi est-ce que, avant de faire cette réforme et d'augmenter tout d'un coup le départ de l'âge légal à la retraite et de mettre du coup des gens dans des trappes à précarité, des gens qui vont se retrouver au RSA ou au chômage, qui va aussi générer beaucoup plus de dépenses publiques pourquoi est-ce que vous n'attendez pas d'avoir un taux d'emploi des seniors plus élevé que ce qu'il est actuellement via la formation professionnelle et tout, parce que ça prend du temps. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé à un taux d'activité un peu plus supérieur à ce qu'on a maintenant, vous envisagez... Mais est-ce que c'est le même bon moment, même si je suis par ailleurs opposée, parce que je sais pas, vous parlez de l'augmentation de l'espérance de vie. Il faut regarder l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé. Et puis, il faut regarder aussi ce qu'il y a devant nous avec la catastrophe climatique. C'est-à-dire que ça a des conséquences sur notre santé quand même. Tous les perturbateurs endocriniens, toutes ces choses-là, on ne sait même pas mesurer les risques qui vont être ceux d'un monde à plus 3 degrés de réchauffement. Donc, qu'est-ce que ça va devenir, notre espérance de vie dans ce monde-là? Ça peut s'inverser. On voit bien qu'aux États-Unis, l'espérance de vie s'inverse. Enfin bref, et puis aussi une dernière chose sur la prise en compte de la pénibilité, je crois qu'il y a les déménageurs qui ne sont pas contents parce que vous ne prenez pas en compte le port de charges lourdes dans ces critères. On va en parler. Je crois que c'est par voie d'amendement que c'est possible. On va en parler. Astrid Panosian, Bouvet te répond. Sur pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la réforme des seniors, on essaie d'augmenter le taux d'activité des 61-64 ans avant d'eux. Alors déjà, on s'y employait, mais là, je parle des gouvernements successifs. C'est l'histoire de décennies. Dans les projections, aujourd'hui, à 2030, en augmentant le taux de l'âge, de 2 ans, on reste à 41% de taux d'activité des seniors. Voilà, contre 31 aujourd'hui, à 2030. Sachant qu'en 2030, si vous cumulez chacun des déficits qui vont commencer à partir de l'année prochaine, on sera à 85 milliards de cumul de déficits. Et donc, il faut imaginer que ce déficit sera encore plus important si on ne progressait pas sur les seniors. Donc moi, je pense que et c'est pour ça quand je veux revenir sur la question du caractère indispensable de cette réforme pour pouvoir assurer l'équilibre. Et on ne peut pas se permettre d'attendre 7 ans, entre 2023 et 2030, voire plus, le temps qu'on ait un niveau d'activité des seniors équivalent à celui de la moyenne européenne ou voire des pays scandinaves, parce qu'on a entre-temps des déficits qui vont commencer à s'accumuler.
Aujourd'hui, le régime général, il est légèrement positif. Cette année, l'année dernière. Voilà. Ouais. L'année prochaine, on commence à être négatif. Et quand on cumule juste les déficits entre 2023 et 2030, on est à 85 milliards d'euros. Alors, d'accord, donc c'est ça qui veut rien dire, mais pour vous, je donne juste 85 milliards d'euros. Ouais. C'est rapporté au budget de l'enseignement supérieur, qui est de 25 milliards d'euros. Donc, c'est pas... Ouais, mais là, c'est des comptes sociaux, c'est pas tout à fait pareil. Mais Malek. Oui, parce que oui, mais ça vous donne l'ampleur de ce qu'on pourrait faire avec 85 milliards d'euros. J'ai beaucoup de questions qui m'obsèdent. Je vais essayer de tout réunir faisons une simple, en une question. Elle va être longue, mais simple. Désolé, Malek. Madame la députée, est-ce que vous étiez à Marseille au meeting d'entre-deux tours d'Emmanuel Macron ? Non. Celui sur le climat, là ? C'était le meeting d'entre-deux tours où il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé du climat, mais pas que. Et c'est surtout le fameux meeting où il nous a dit qu'il fallait... donc on venait d'avoir les résultats du premier tour avec 3 camps qui se distinguaient et il nous a dit qu'il fallait faire politique autrement. Alors moi j'ai une question qui est longue mais simple. Dans un contexte social plus que compliqué, avec des étudiants, on le voit, qui crèvent la dalle, on en a parlé, avec des travailleurs qui sont en train de se demander quel repas ils vont devoir supprimer dans la journée, avec des syndicats que vous avez réussi à réunir, et c'est un exploit, avec des Français qui sont majoritairement contre cette réforme, avec une jeunesse qui est dans la rue, contre cette réforme qui est injustifiée, c'est pas moi qui le dis, c'est le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est injuste, qui est anti-jeune, anti-femme, anti-senior. Ma question, c'est est-ce que faire autrement, c'est brutaliser les Français dans le contexte actuel ? Est-ce que pour vous, c'est ça, faire politique autrement ? Alors, cette réforme, on voulait la faire en 2019, déjà. Il faut quand même se rappeler, parce qu'il y a je pense qu'un régime de répartition, sa justice, c'est dans l'équilibre qu'on doit à la fois aux retraités qui touchent des pensions et aux retraités futurs. Je pense qu'on ne valorise pas suffisamment le fait qu'il faut que ce régime soit équilibré, la vertu de l'équilibre dans un régime de répartition. C'est une réforme qu'on voulait faire en 2019. C'était pas la même réforme. C'était pas la même réforme, mais ça avait pour objectif, vous avez tout à fait raison, c'était pas la même réforme. Je pense que c'était une réforme plus ambitieuse, retraite à points, qui permettait aussi une universalité, une comparaison entre les régimes. Voilà, donc on n'en est plus là. Et on peut le regretter. Mais il faut la faire, cette réforme. Moi, je persiste à dire qu'un régime de retraite qui est structurellement déficitaire, avec des déficits qui commencent à être significatifs, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Alors après, on peut nous dire, on peut le financer, etc. Par, voilà, ça c'est le discours LFI. Moi, je pense. C'est pas que le discours LFI, Madame la députée. Je pense que non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parle du régime de répartition. Si l'objectif c'est d'arriver à 2030 à l'équilibre, d'accord ? Il y a 3 manières. Donc, je disais, critères démographiques, c'est le choix qui a été fait. Si on n'avait pas le critère démographique, c'était augmenter les cotisations de 700 euros. Augmenter les salaires ? Par exemple. C'est 700 euros. Alors, c'était baisser les cotisations de 400 euros. De 400 euros. Pas que par la répartition. Voilà. Donc voilà les impacts, si on est sur les 3 leviers. Et alors, vous dites financer par l'impôt, mais on finance déjà significativement par l'impôt un certain nombre de régimes spéciaux. Voilà, donc oui, mais c'est bizarre parce que vous dites on a un régime de répartition, donc c'est que les travailleurs qui peuvent financer, puis en même temps vous dites c'est financé par l'impôt, on finance déjà par l'impôt. Oui, c'est financé par l'impôt pour les travailleurs de la fonction publique, oui, tout à fait. Par exemple, ouais. Voilà. On va juste devoir... Pas pour le régime général des salariés du secteur privé. On a bien compris, moi je voulais surtout vous faire réagir sur le blocage que l'on voit aujourd'hui dans le contexte politique. Ça paraît assez inextricable. On a vraiment l'impression qu'il y a peu d'améliorations qui vont être apportées au texte dans le cadre du débat parlementaire. Pas forcément parce que le gouvernement est borné. Pardon pour le jeu de mots. Pas mal, mais c'est aussi, voilà, il y a peut-être des députés qui ne veulent pas aussi. On voit que les Républicains commencent à devenir fébriles, en demandent encore plus et tout. Donc on verra ce que ça va donner à terme. Je voulais aussi vous poser des questions parce que vous êtes une députée très investie sur les sujets du traitement des seniors. On avait vu le scandale Orpea avant la présidentielle qui avait beaucoup choqué, beaucoup marqué, qui avait lancé un travail parlementaire notamment sur ce sujet-là. Vous, en l'occurrence, vous êtes investi sur ce dossier, celui des conditions de vie des seniors. Alors, c'est du grand âge, hein. Alors ouais, c'est ça, oui, vous avez raison, le grand âge, c'est pas tout à fait la même chose, excusez-moi, oui, on travaille des seniors avant, là on parle du grand âge, donc nos ancêtres, nos anciens,
Ah la vache, vraiment là c'est pas bon pour moi, je suis désolé. Nos aînés, notamment ceux qui sont pris en charge dans les EHPAD, le scandale Orpea, le groupe Orpea va être sauvé de la faillite par l'intervention miraculeuse de l'État via la Caisse des dépôts et consignations, qui va remettre sous tutelle étatique en fait ce groupe-là. Ça pose quand même la question du modèle lucratif des EHPAD. Est-ce qu'on se dirige vers... Est-ce qu'on va revenir en arrière sur ce modèle-là en se disant, franchement, quand on laisse le marché gérer nos vieux, on voit ce que ça donne, il est rationne à la biscotte près, c'est intolérable. Est-ce qu'on est à ce moment-là de l'histoire, là, on est en train de remettre en cause ce système? Je pense qu'il faut se poser la question, c'est-à-dire que les sociétés à capitaux qui rendent des comptes, soit des actionnaires, soit des investisseurs, elles ont des rendements qu'elles doivent faire prévaloir, et donc ça veut dire que ça se voit sur les marges, sur les coûts de fonctionnement ou sur la valorisation de leurs actifs. La maltraitance. Et ça peut, sauf que la maltraitance, malheureusement, ne se concentre pas uniquement sur le secteur lucratif. C'est vrai. Voilà, on a un vrai sujet aujourd'hui de ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle, liée au manque de moyens, liée à des taux d'encadrement trop faibles. Et donc, on se retrouve avec des professionnels de santé qui aiment leur métier et qui ont l'impression de mal le faire, parce qu'elles n'ont pas le temps, tout simplement. Et donc, je pense que sur le secteur lucratif, qui représente quand même 25% aujourd'hui des EHPAD en France, c'est 25% lucratif, 25% privés non lucratifs et 50% publics. Voilà, pour donner une image des 7500 EHPAD qu'on a aujourd'hui en France. La question se pose, effectivement, et en attendant qu'elle se pose, il faut avoir des règles beaucoup plus strictes, pas simplement de contrôle a posteriori, comme ça a été lancé, mais aussi de contrôle a priori de la bonne utilisation des fonds publics qui sont donnés, parce que ces EHPAD, effectivement, même à but lucratif, sont financés par l'État en ce qui concerne notamment les sections, ce qu'on appelle soins. Oui, d'accord. Donc, je dis pas donc, mais il y a un travail assez énorme qui doit être fait. Il se trouve que vous en plus, je crois que dans le cadre de votre activité de député, vous allez visiter non seulement des établissements, mais vous dormez dans des EHPAD. Ah non, je ne me permets pas de dormir. Pas dans les EHPAD, dans les établissements médico-sociaux. Non, ce que je me permets de faire, c'est en fait, moi, le vieillissement, j'y étais confrontée à titre personnel par un proche, mais je connaissais mal le secteur des EHPAD, mais je connaissais bien le vieillissement à domicile. Donc, je vois aussi le défi que c'est d'avoir finalement une vraie PME entre le kiné, l'ergothérapeute, le médecin qui vient à la maison, les auxiliaires de vie, une maison qui se transforme de plus en plus en petit hôpital, etc. Enfin, je vois les défis. Mais je connaissais moins bien l'univers des EHPAD, et donc je me suis dit que il faut apprendre. Hein. Et donc j'ai proposé de faire j'ai pas envie de dire vie ma vie, parce que c'est pas ça, mais j'ai passé pendant le mois d'août, quand c'était plus tranquille, j'étais à Paris et j'ai demandé à pouvoir passer 2 jours dans un EHPAD de région parisienne. Mais je suis rentrée chez moi le soir. Oui, c'était pas un travail d'enquête, c'était aussi pour rencontrer les résidents, les professionnels, les familles, typiquement dans un EHPAD de région parisienne qui n'est pas dans ma circonscription. D'accord, Claire. Moi, je vais partir de ce sujet-là et revenir à cette notion de care, donc de soins, que vous défendez aussi comme nouveau paradigme. Et à la fois sur ce scandale qui est en fait pas juste un cas isolé. Hein. À partir du scandale Orpea, on a découvert à quel point c'était une vraie problématique. Donc, il y a ça. Il y a des mouvements sociaux au niveau des hôpitaux où les soignants disent on ne peut plus soigner parce qu'on n'a pas les moyens. On maltraite les patients, où les enseignants vous disent on n'a plus le temps d'enseigner, on n'a plus le temps pour nos élèves, on manque de moyens. Ça, ajouté à cette situation de blocage total sur une réforme de retraite où on n'arrive du coup plus à faire démocratie jusqu'au bout, est-ce que vous avez l'impression que ce gouvernement, votre majorité, est en train de construire une société où on est encore en capacité de prendre soin des plus vulnérables? Est-ce qu'on est en train de prendre soin les uns des autres là, dans cette société que vous êtes en train de construire? Est-ce que c'est des questions que vous posez, du moins? Je pense que prendre soin et la place et le regard qu'on a sur les plus vulnérables et les plus fragiles dit beaucoup de la société, justement.
On a eu malheureusement, et là aussi depuis une vingtaine d'années, tendance à invisibiliser par exemple la question des personnes âgées. Il y a eu un choix français qui a été de placer plus les personnes très âgées dans les EHPAD, là où le choix premier des familles, et là où il y a eu des choix politiques nationaux dans les pays scandinaves, mais aussi aux Pays-Bas, de pouvoir rester à la maison. Ça dit quelque chose. Et sur les personnes âgées, pour en revenir, c'est pas la première fois qu'on a un choc d'émotions. On a eu, pour certains qui n'étaient peut-être pas encore nés, mais la canicule de 2003, qui a été violente. Il y a eu la première vague du Covid aussi, qui nous a beaucoup marqué. La question mais là, la question précisément portait sur les moyens qu'on met aux soins. Alors, je pense que sur le grand âge, il y a vraiment aujourd'hui, et ça tous les rapports le montrent, un vrai sujet aujourd'hui de moyens à mettre. Il y a vraiment, on parle de tous les rapports s'accordent à dire qu'il s'agit de 10 milliards d'euros. Donc là, clairement, si on veut augmenter le taux d'encadrement, comme on dit, pour avoir plus de professionnels accompagnant une personne âgée, il faut des moyens. Et moi, je crois beaucoup à la symétrie, au reflet miroir entre le bien-être de la personne qui est aidée et le bien-être de la personne qui aide. Et ça va ensemble. Donc, selon vous, il faut plus de moyens. Sur le grand âge, très clairement. Aujourd'hui, c'est 10 milliards. C'est le rapport Liébaud qui fait référence et qui date de 2019. Et donc, pour parler très concret, combien on met sur la table aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a eu... Ça, il faudrait retrouver les chiffres du PLFSS. Je devrais les connaître par cœur. Mais j'ai plus les chiffres. Mais pour avoir un ordre d'idée, est-ce qu'on met 10 milliards, justement, ou on en est très loin ? On en est... Aujourd'hui, grosso modo, aujourd'hui, on est à peu près à 1,5% de notre richesse nationale, PIB, qui part dans le grand âge. Voilà. Okay. Et contre autour de 14% dans la santé, ce qui vous donne et un peu plus de 14% dans les retraites. Voilà. Non, mais ça donne un peu des ordres d'idées de là où sont aussi nos priorités et aussi des masses d'argent qu'on met. Et donc là, clairement, je pense que, et on l'a dit, député Renaissance et majorité présidentielle, il nous faut une loi grand âge pour pouvoir programmer cet effort national et augmenter en moyens. Nous, j'ai eu la chance, avec le groupe, de coordonner une proposition de loi sur le grand âge, ce qui s'appelle Bien vieillir en France, mais qui a plutôt pour objectif de répondre à des questions quotidiennes. Justement, c'est le droit de visite en EHPAD, c'est la personne de confiance, c'est le reste à charge, c'est la question de la carte professionnelle pour justement ceux qui se déplacent à domicile. Mais clairement, c'est des objets du quotidien qui sont des tracas du quotidien. Mais il nous faut 10 milliards, clairement. J'ai un dernier sujet que je voulais aborder avec vous. Vous savez, sur ma chaîne, on regarde les questions d'actualité au gouvernement. On vous a vu mardi dernier, lors de la séance, vous avez posé une question au gouvernement sur un sujet autour de la transidentité, autour d'un truc qui s'est passé au sein de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, un sujet qui n'avait pas l'air vraiment prioritaire. Pourquoi vous avez décidé de poser une question au gouvernement sur ce sujet, d'autant que c'était une question qui paraissait apporter un soutien à une organisation qui est assez transphobe de notoriété publique, ce qui a beaucoup fait réagir les internautes, notamment celles et ceux qui sont victimes de transphobie. Alors, ma question, en fait, ne portait pas sur... elle portait sur la dissolution du conseil scientifique de la DILCRA. Voilà. Et moi, je reste attachée à la capacité d'avoir un débat. Notamment, moi j'étais mariée à un universitaire et je sais ce que la communauté des chercheurs, dans leurs contradictions, dans leurs débats, peut apporter. Et c'était d'abord cette question-là que je posais, c'est-à-dire comment est-ce qu'on continue à garantir la liberté académique, la liberté d'expression. Et sa dissolution, elle s'est faite visiblement à la décision de la déléguée générale, mais sans donner finalement d'autres explications. Oui, mais ce qui me marque aussi quand même, c'est la difficulté de gens ayant des positions différentes de pouvoir à un moment donné aller sur des campus. Voilà. Et donc, est-ce qu'on peut débattre de tout ? Et est-ce qu'on peut débattre de l'identité des gens, de leur genre ? Vous comprenez que ce soit vécu comme une violence par des personnes qui ont regardé l'émission et qui ont entendu cette question-là soulevée dans l'hémicycle ? Moi, je pense qu'on peut débattre de tout, en fait, à partir du moment où on entend l'autre,
où on entend l'autre, tout simplement. Est-ce que tous les points de vue se valent ? Sur ce plateau, on a fait le choix éditorial de ne jamais recevoir l'extrême droite. C'est un choix. Oui. Critiquable au demeurant, mais oui, bien sûr, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des choses qui appartiennent pas au domaine du débat. Moi, je vais vous dire, c'est pas parce que sur la question des transidentités, pourtant je ne suis pas une spécialiste. Voilà, donc moi je suis en train simplement de dire que je reconnais et j'entends le mal-être, en particulier de jeunes comme de moins jeunes qui se sentent mal, qui découvrent qu'ils se sentent mal dans leur identité. Qui sont surtout victimes de discrimination. Je pense moi j'avais lu une interview de Marie Co dans Le Monde qui disait combien, qui est devenue la première mère, et qui disait d'abord combien elle a senti comme une libération quand elle a vu sur Internet, à l'époque, qu'il y avait d'autres personnes comme elle qui vivaient ce mal-être qu'elle avait. Voilà. Et donc moi, je ne nie pas ça. La question simplement que je pose, c'est qu'il y a des opérations qui peuvent être faites à caractère irréversible. C'est juste la question que je pose. Je ne suis pas en train de dire que c'est interdit. D'ailleurs, je ne l'ai jamais dit. C'est ça qui est fou. Non, et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que je n'ai jamais dit que ça devait être interdit. J'ai simplement posé la question. J'ai simplement posé la question. Mais vous savez comme moi que c'est une stratégie de l'extrême droite de placer ce sujet-là au cœur de la table, d'en faire un objet je vais vous dire, je me suis même pris un discussion. rappel à l'ordre par la présidente de l'Assemblée nationale parce que j'ai dit en tribune à l'Assemblée nationale que ça reste un parti xénophobe avec un ADN de 50 ans. Sur le RN, oui. Donc moi, voilà. Par contre, ce que je refuse vraiment, c'est qu'on disqualifie les gens simplement parce qu'ils seraient d'extrême droite et on refuse le débat. Moi, je crois à la force du débat contradictoire. Et moi, s'il y a une chose que je refuserais, c'est de me faire cataloguer d'extrême droite simplement parce que je pose une question. C'est pas ce que j'ai fait, mais on a un différent sur le domaine de l'acceptable dans le débat. Bien sûr, bien sûr, j'ai bien compris que vous n'étiez pas... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu trop facile de disqualifier et de refuser le débat au motif que... Parce que ça... D'abord, on finit surtout par oublier qui est l'adversaire politique, et aussi. Ou alors, on s'en souvient très bien et que c'est justement pour ça qu'on fait gaffe. Et aussi parce que c'est une manière. Oui, mais ma réponse à vous, ça peut être dire, c'est aussi une manière de refuser le débat, parce que émotion ne vaut pas argumentation. Et moi, je crois à la force du débat contradictoire, apaisé. Et c'est pour ça que je crois on va pas se réconcilier, mais j'ai l'idée, et au demeurant, ce que vous défendez, il y en a beaucoup aussi qui le défendent. Je crois en un conseil scientifique qui doit, de manière apaisée, à travers des chercheurs, des revues, apporter un éclairage aux décideurs. Je comprends, je vois la différence, effectivement. Claire. Oui, je voulais rebondir parce que je suis moi-même chercheuse, donc je comprends tout à fait cet attachement au débat et à la liberté de critique et d'expression. Mais la raison pour laquelle la DILCRA a été... le conseil scientifique a été dissolu, c'est que le président de ce conseil scientifique faisait également partie du conseil scientifique de l'Observatoire de la Petite Sirène, et que du coup, cette position mettait en péril la capacité de cet observatoire à gérer ces questions-là de manière... Ça, je l'entends. Et en fait, c'est pour ça... pourquoi dissoudre ? Pourquoi ne pas demander... Par attachement, parce que le débat au sein de l'Observatoire avait lieu déjà depuis des mois, avec un départ, avec des démissions de membres de ce conseil scientifique, notamment... d'une sociologue qui est elle-même... voilà. Et donc, en fait, c'est toutes ces questions-là qui ressurgissent lorsque vous posez cette question au gouvernement et qui expliquent la tension. On va vous laisser répondre, Astrid, allez-y. Non, moi, j'aurais préféré, tout à fait, c'est parce que le président faisait partie d'une association. Eh bien, je pense que quand on est président d'un conseil scientifique, on ne doit pas nécessairement être membre d'associations militantes. Voilà. Et j'aurais préféré qu'on demande au président soit de sortir de cette association, soit de changer de président pour assurer une neutralité, mais pas de dissoudre un conseil scientifique. Mais dans ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi avoir posé une question au gouvernement en citant justement les deux personnes qui sont à la tête de l'Observatoire de la Petite Sirène? Je voulais poser cette question au gouvernement parce qu'il y avait cette dissolution qui a quand même fait parler d'elle et interroger. Et je voulais réexpliquer
pourquoi il y avait eu ces dissolutions. Vous l'avez expliqué vous-même, c'est-à-dire qu'il y avait un président, et je l'ai dit, vraiment. Oui, vous l'avez dit dans la question, non, mais qui on était était membre de cet observatoire fondé par deux femmes. Et voilà, j'ai vraiment été très claire, je l'espère, en tout cas, dans la restitution. Sinon, dissolution du conseil scientifique, si on n'explique pas pourquoi, ça paraît encore plus scandaleux. Avant de passer à la séquence suivante, j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres, parce que j'ai la chance d'avoir sur ce plateau une cofondatrice d'En Marche en 2016. Oui. Vraiment, 6 ans plus tard. Waouh, je crois qu'on a la même. Non, mais c'est exceptionnel. Mais je crois qu'on l'a tous, en fait. Ouais. Mais non, mais ça m'intéresse. J'ai envie de vous poser la question. J'espère que vous le comprendrez. On en est où du macronisme philosophique? On en est où de cette philosophie? Qu'est-ce que c'est Il y a un peu du qu'est-ce que c'est? Rassemble l'aile gauche et l'aile droite. Et on en est où en même temps, voilà, on en est où du et de droite et de gauche qui était cette force de dépassement qui avait en partie permis le succès d'Emmanuel Macron en 2017. Pour vous, on en est où? Alors, moi, je peux vous dire pourquoi j'ai voulu faire partie de l'aventure En Marche. Et après, je peux peut-être vous dire ce que je pense, où on en est. Mais pourquoi? C'est parce que je trouvais, à l'époque, pourtant militante au Parti socialiste, enfin entre 2001 et 2007, hein, donc je ne vais pas non plus rester très, très longtemps, mais ce qui m'agaçait en politique, dans la politique française, c'était qu'il y avait beaucoup de clivages qui me semblaient artificiels. Je pense notamment à la question du chômage, du travail. C'est ce dépassement qui vous a séduit. Et donc, il y avait effectivement cette question du dépassement. Il y avait cette question de la conciliation de la justice sociale et de l'efficacité économique, que l'une ne peut pas aller sans l'autre. Si l'efficacité économique se fait sans justice sociale, c'est pas tenable. Et est-ce qu'on en est encore là ne se fait pas sans l'efficacité. Et le troisième point très important, c'était l'Europe. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'en 2016, entre François Fillon et Benoît Hamon, qui étaient les deux candidats représentatifs, LR et PS, deux partis qui avaient traditionnellement plutôt été pro-européens, c'était le seul candidat qui disait qu'il fallait continuer à construire l'Europe et qu'il fallait croire en une souveraineté européenne. Et aujourd'hui, alors, le dépassement de la droite et de la gauche, on en est où? Est-ce que vous comprenez quand on dit que ça ressemble quand même vachement à du centre-droit ou de la droite assez classique, à l'exercice, le macronisme? Ou est-ce que pour vous, non, on se trompe, on est caricaturaux? Dites-moi vraiment. Je pense qu'on se base beaucoup sur des petites phrases qui, objectivement, ont été peut-être malheureuses pendant le premier... Vraiment, sur des mesures, sur des décisions prises. Je le pense. Ensuite, quand on regarde quand même le taux... Le chômage, moi, je me rappelle de la phrase de Mitterrand qui disait « Contre le chômage, on a tout essayé ». Voilà. C'est vrai. C'est le chômage de masse, mais il faut quand même se rappeler de ce que c'était. Et je pense d'ailleurs que ça a peut-être eu aussi un impact sur notre relation au travail. On a vu nos grands-parents, nos parents dans des régions aussi sinistrées, désindustrialisées. Les choses, elles sont en train de changer. On a un taux de chômage des plus bas aujourd'hui, je pense aux jeunes, depuis 40 ans. On a un taux de chômage de 7%. Il y a la reprise Covid. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer sur l'apprentissage. Il y a la radiation de beaucoup de chômeurs aussi. Sur la formation. Sur le dernier trimestre, oui, ça a été noté. Sur l'apprentissage, avec une vraie révolution culturelle. Donc il y a une mise en mouvement. Il y a une mise en mouvement autour de l'émancipation individuelle. Là où je pense qu'il faut pouvoir avancer, c'est que l'émancipation individuelle, elle doit aussi se faire dans un cadre collectif. Et c'est peut-être aussi les protections collectives sur lesquelles il faut maintenant mettre plus le paquet. Je pense notamment à la question de l'école. On n'en a malheureusement pas parlé. On aura l'occasion d'en parler si vous voulez. Et du grand âge. Voilà. Mais Jean, je suis désolé, 1 minute, mais vraiment. Chiant. Et Madame la députée, je vais vous demander de répondre très rapidement. En Marche, Renaissance aujourd'hui, est-ce que c'est un parti de gauche ou de droite? Et si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, ou si vous ne le pouvez pas, êtes-vous une députée de gauche ou de droite? C'est tout ce que je veux savoir. Vous qui avez reçu le député de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sur votre circonscription, il faut le rappeler. Moi, j'ai mon histoire. D'accord. J'ai mon histoire. J'ai ma manière de faire de la politique, qui est de partir des gens et qui est de parler de la vie des gens, en fait, avec une sincérité que j'espère se voit vraiment. Et après, je pense qu'il faut... ça a été dit par Madame, il y a nécessité de reparler aujourd'hui du travail, du blocage de notre société. Il y a une étude de l'OCDE qui a montré qu'en France, il fallait 6 générations pour une famille de conditions plus modestes pour arriver à la classe moyenne, contre 3 générations au Danemark. Et je pense que c'est des choses comme ça qui rendent
qui rendent furieux aussi. Quand on voit que le délitement des services publics autour de l'école, autour de la santé. Donc moi, je crois à l'efficacité économique, ouais, ça clairement, mais qui doit se faire. Je crois qu'il faut. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut des entreprises. Je crois à l'industrialisation qui crée de la richesse pour pouvoir précisément financer des services publics. On est tous d'accord. Enfin, on n'a pas la même définition de la richesse. Je ne pense pas. Pour financer des services publics. Pour financer des services publics autour de l'école, autour de l'hôpital, et maintenant de ce nouveau défi qui est le grand âge et la transition écologique. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Astrid Panosian-Bouvet, d'être venue sur ce plateau pour répondre à nos questions sur tous ces sujets d'actualité. On vous en a posé beaucoup. Et on va enchaîner avec la dernière séquence de cette émission. C'est parti pour le quiz à la con. Le quiz à la con, c'est très simple. Chers amis, chroniqueuses, chroniqueurs, madame la députée, j'ai des questions. Je vous propose 4 réponses. Vous essayez de trouver la bonne réponse. Et vous, dans le chat, vous jouez chez vous en votant pour la bonne réponse A, B, C ou D dans les sondages qui vont apparaître dans le chat. Voilà, première question de ce quiz à la con. Qu'est-ce que l'usulisme ? Waouh. Réponse A, une secte indienne. Réponse B, un courant de l'islam chiite. Réponse C, une pratique de méditation. Réponse D, une méthode de radicalisation au communisme via le jeu vidéo. À la réponse D. Bah oui, la D, sans hésitation. Réponse D. Forcément, la D. La Pas réponse d'appel C. à un ami. La réponse C, toi tu dis... Une pratique de méditation. Une pratique de méditation, l'usulisme que tu pratiques à titre personnel ? Ah oui, tous les jours. D'accord, tu nous expliqueras. Madame la députée. Oui, moi je pense que c'est plutôt la D. On m'avait parlé d'un. Réponse D de Jules, qui n'est pas avec nous ce soir sur le plateau, mais qui vous embrasse. On embrasse. Je sais pas d'ailleurs. Certainement. Vous l'embrasserez de ma part aussi. Oui, bien évidemment. Ce sera fait. Du coup, dans le chat, ça vote comment ? Dites-moi un petit peu. Montrez-moi un peu vos votes dans le chat. Ah ouais, on est sur un 68% pour la réponse D. Voilà. D'accord. Et qui est-ce qui a répondu à la réponse D ? Pourquoi les bonhommes dans le chat, en fait ? Pourquoi ils mettent des têtes de gens ? Qui rigolent, c'est parce qu'ils sont en train de passer un bon moment, ils rigolent. D'accord. Et ils nous le font savoir. C'est ça l'échange, c'est ça l'interaction, c'est ça Twitch. Puis c'est cool parce qu'on lit Usul, on lit Léa, c'est trop cool dans le chat. Oui, vous êtes là. Eh bien, chers amis, vous avez tous répondu la réponse D. Eh bien, c'est pas la bonne réponse, c'est la réponse B, figurez-vous. Et oui. Sérieux ? Mais oui, monsieur. Vous savez ou Non, bon absolument pas. Et voilà. Eh ben, ça fait les malins, etc. putain, mais l'usulisme, d'ailleurs, Usul avait la bonne réponse, lui, dans le chat. Oui, j'avais jamais entendu. Moi, je sais, L'usulisme il faut que je suive ses réponses à lui maintenant. L'usulisme est considéré comme un courant de l'islam rationaliste en évolution, marqué par l'institutionnalisation et la hiérarchisation de son clergé. Vous l'aurez appris ce soir. Et oui. Voilà, le chat, vous faites les moins les malins là. Et ben voilà, c'était la réponse B. C'est bien un courant de l'islam chiite qui s'appelle l'usulisme. Il y a la page Wikipédia, tout ça, n'hésitez pas à aller regarder. Deuxième question de ce quiz à la con. Lequel de ces liens de parenté est faux ? Parmi les 4. Réponse A, Jean-Pierre Raffarin et Jean-Pierre Foucault sont cousins. Réponse B, Jean-Marie Le Pen est le parrain de la fille de Dieudonné. Réponse C, Brigitte Macron et Carla Bruni ont un arrière-grand-père en commun. Non, c'est B. Arrière, pardon. L'actuel roi d'Angleterre est en fait le fils de l'ancienne reine d'Angleterre. Bah oui. Wow. Parmi ces 4 propositions, il y en a une qui est fausse. Il y en a 3 qui sont vraies. Vous devez trouver lequel est faux. Quel est faux ? Je pense que le C est faux. Alors, Du Nord. Ouais. Jean-Pierre Raffarin et Jean-Pierre Foucault sont cousins pour toi. Ça me hype. Attends, surtout un Franchement. arrière-grand-père en commun, tu vas pas jusqu'à Enfin, c'est quand même difficile de remonter jusque. Ah bah si, plus tu remontes, plus c'est facile de trouver un ancêtre commun. Non mais ouais, mais ça veut dire que Brigitte Macron et Carla Bruni ont parlé ensemble de leur arrière-arrière-grand-père. Alors qu'elles en aient parlé, j'en sais rien, mais qu'un journaliste ou Ça paraît un improbable. biographe. Mais le A paraît extrêmement légendaire. improbable. Jean-Pierre Raffarin et Jean-Pierre Foucault, Non. ça paraît quand même. Moi, j'y crois de dingue. Vous avez remarqué qu'ils n'ont pas le même nom de famille. Enfin, c'est le même prénom, mais c'est Oui, pas... mais- D'accord, Oui, ok, mais je vous laisse Tu faire. sais pas. Je vous laisse galérer. Ouais. Astrid. Oui, moi, l'histoire de Bouvet. Brigitte Macron et Carla Bruni, ça me semble. D'accord. Mais le B. Donc, Mais réponse j'ai C. trop hâte de savoir que Jean-Pierre Raffarin et Jean-Pierre Foucault sont cousins. Ouais, moi aussi. Chloé, t'en penses quoi? Du coup, tu réponds quoi, toi? Putain, mais je sais pas, moi je suis encore sous le choc en fait de cette. Bah moi je vais répondre, je sais pas, je vais répondre le A. Donc, C'est genre, faux. voilà, les trois J'y autres crois sont pas. vrais selon toi et le A est Même faux. s'ils Toi, tu ont dis une réponse ressemblance A. physique. Moi, je voulais la A aussi. Toi, tu dis réponse A, Claire Ouais. également, pour la même raison. Le chat a voté. Ah, le chat a voté réponse A, A. mais c'est quand même assez équilibré avec C et, Bah oui. C et B. Donc, Ah, mais c'est vrai. Continue de dire C. la France est coupée en 3.
Mais c'est vraiment nouveau vrai. paradigme politique. Très drôle. Putain. Ok, donc vos réponses. Excusez-moi, du coup, je les ai perdues. Moi, je crois au C. Réponse C. Chloé, t'as dit réponse A. Ouais. Claire, t'as dit réponse C. A. Et toi, tu dis réponse C. Eh bien, la bonne réponse, c'était bien la réponse C. Bravo. Putain, Ça Brigitte veut Macron dire et Carla Bruni n'ont pas d'arrière-grand-père en commun. En revanche, Les Jean-Pierre. Jean-Pierre Raffarin et Jean-Pierre Foucault sont bien cousins. Ça me C'est hype. dingue. ça. Non, c'est vrai. Si, la famille, ouais, ils sont Mais cousins. ils se ressemblent en fait. Il y a un Ouais, air de effectivement. Il y a un ressemblance. truc. Ils sont tous les deux issus du Poitou-Charentes. Poitou-Charentes, Dans on la peau. embrasse évidemment. Ils ont des liens de parenté. Dieudonné a bien demandé à Jean-Marie Le Pen d'être le parrain de sa fille qui est née en 2008. Et effectivement, pour ceux qui ne le savaient pas, Charles III, c'est le fils d'Élisabeth II. Voilà, maintenant vous le saurez. Mais qui est l'arrière-arrière-grand-père de Brigitte Macron et Carla Bruni, du coup? Eh bien ça c'est faux, il n'y en a pas. Ah oui, d'accord, Mais ça, pardon. c'est T'as pas compris le jeu, Chloé. Oh là là. Ah, mais il est tard, là, désolé. alors T'as que le votre droit. première intuition, c'était de dire c'est ça qui est faux. C'est ça qui... Oui, en plus, c'était... Ouais, Eh non. bref. Troisième question de ce quiz à la con. Il y en a combien des questions? Il y en a 5. Ah, d'accord. Lequel de ces hommes politiques n'existe pas? Réponse A, Babar. Réponse B, Casimir. Réponse C, Picsou. Réponse D, Garfield. Waouh. Faut m'éclairer. Où est-ce que vous allez chercher Il y en les trucs a pareils 3 qui sont effectivement des noms de responsables. Des noms. J'aimerais de tellement que responsable. Babar existe en vrai. Bah, c'est la C. Lequel de ces hommes politiques n'existe pas? Ce serait légendaire, Mais madame ou personne, monsieur. personne s'appelle. T'as l'air beaucoup trop sûr de toi. Alors moi, j'ai interviewé Babar. Je sais très bien. Voilà. Pareil, Mais je- Casimir, Garfield. Casimir, ouais. Ah, Babar, c'est énorme. J'adore. Non, parce que Picsou, c'est n'existe basé. pas. C'est Enfin, légendaire. il y a le symbole dans Picsou, le. il y a pas un Il y a un député sens dans le nom. Je sais pas, un élu local qui s'appelle Picsou. Non. C'est chaud de gagner des élections. Non, mais comme ça, c'est un nom qui a Picsou. été créé pour le personnage, Picsou. Mais Picsou. donc c'est les gens dont les noms de famille sont ceux-là. On est d'accord. C'est pas des surnoms, c'est des vrais noms, quoi. Oui, c'est des vrais noms. Désolé de t'annoncer que Babar n'existe pas vraiment, Chloé. Visiblement. Un monde s'effondre. Ah non, mais bah, C'est vraiment fatigué. Mais ouais. Donc voilà, comment ça vote dans le chat? Le chat, il en pense quoi? Montrez-moi un peu. Le chat, il pense comme pense, réponse C, il pense que Ouais. Picsou n'existe pas. Les autres, c'est probable. Picsou, c'est plus compliqué. Vos réponses. C'est trop dur. On dit Picsou parce qu'on en aurait entendu parler, mais on aurait comme aussi entendu parler de Jean-Pierre Raffarin et Jean-Pierre Foucault, cousin, donc je sais pas. Ou alors on s'informe plein pas de assez, qu'est-ce que surprises. vous voulez que je vous dise Je dis que Casimir n'existe pas. Toi, tu dis la réponse B Au hasard total. pour Chloé, donc réponse C, réponse B. Toi, Claire, tu dis Ah, moi, c'est la Réponse C, C. toujours Picsou. depuis- C'est toujours. Malek, Picsou réponse n'existe C. Le chat a voté pour la réponse C également, et c'est la bonne réponse, bravo, Ouais. c'est bien. Picsou qui est le seul qui n'existe pas. Oh là là. Lufozaman Babar est un homme politique bangladais, comme vous le savez, qui a occupé le poste de ministre d'État des Affaires intérieures en 2001. Ah oui. Bientôt invité dans Backseat. Jean-Casimir Perrier, Ah oui. président de la République française de 1894 à janvier 1895. Il n'a pas duré très longtemps, mais il s'appelait bien Casimir. Et Jean-Rudolph Garfield, c'est un homme politique américain, secrétaire à l'intérieur, entre 1907 et 1909 dans l'administration Roosevelt. Voilà. Bravo, le chat, vous aviez trouvé. Bravo à vous aussi sur le plateau. 4e question de ce quiz avec con. Qu'est-il arrivé aux 4 derniers présidents sud-coréens après leur mandat? Réponse A, ils ont tous eu une statue à leur effigie. Réponse B, ils ont tous eu des rues à leur nom. Réponse C, ils ont tous eu un défilé en leur honneur. Réponse D, ils ont tous fini en prison. L'une de ces propositions est vraie. La plus folle et la D, c'est celle qui me hype encore. Je pense que c'est ça. ouais. Quelle démagogie. Jamais. Tous C'est bourrés, vrai tout que ça, les autres ça sont va. un peu oui, boring, non, mais- quoi. Les autres, c'est un peu... Oui. Bah, après, c'est la Corée du Sud. Il n'y a que Oui. nous où on fout des boulevards et des bibliothèques au nom de tous nos Ouais. présidents. Ah, Je veux dire, il y a un moment. Aux États-Unis, c'est pas mal. Ils ont des bibliothèques. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais qui est tous finis en Je crois que prison. c'est c'est un je peu- crois qu'il y avait des scandales de corruption. Ce qui reste trop bien avec le quiz à la con, c'est qu'à chaque fois, j'ai des trucs à raconter. Tu vois. Et c'est Ah, mais attends, pour vraiment- redîner en ville, J'apprends pour vous plein la de péter, choses. hein, C'est vous exceptionnel. Ouais. Vous Ils ont saviez que Jean-Pierre Foucault et Jean-Pierre Raffarin pour briller, évidemment. Enfin, après, un défilé en leur honneur, c'est bizarre aussi. Enfin, je veux dire, nous, on fait pas un défilé quand un président quitte ses fonctions en Non. l'honneur de Nicolas Sarkozy ou François Ça se fait Hollande dans- ou quoi. Ça se fait dans certains pays. On n'a pas du tout. En tout cas, les défilés militaires, pour ce qui est des défilés militaires, on fait partie des rares pays à en avoir un encore. Et on appartient au club très fermé avec la Corée du Nord, Oui, la alors Chine pour et le la 14 Russie. juillet, mais. Non, mais c'est vrai. c'est vrai, C'est vrai. très très rare pays à faire des défilés militaires. Voilà.
Bon. Allez, ce sera la dernière question, du coup, donnez-moi vos réponses. Tous en jaune. Tous en tôle, réponse D, Allez. réponse D. Réponse Le D. chat, ça vote comment J'ai pas vu la réponse du chat, je crois que c'était la réponse D qui a gagné le vote. Eh bien, c'est la bonne réponse, chers amis, absolument. Ils ont tous fait un passage par la case prison sur les 4 derniers anciens présidents de la République de Corée du Sud, encore en vie. Ils sont tous allés en prison, ils ont tous été condamnés après leur mandat pour des histoires de corruption. Voilà, 4 d'affilée, ça fait beaucoup quand même, au bout d'un moment. Bravo à tous, du coup, carton plein sur cette dernière question. Merci beaucoup, Astrid Panosian-Bouvet. Merci d'être venue sur le plateau d'Axis. Je vais vous laisser quitter le plateau. Et nous, on va débriefer rapidement cette émission avant de la conclure. Merci beaucoup, sous les applaudissements. Merci beaucoup.